Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez fascinante de l'art français, celle de Numéris Cosa. C'était une galerie pionnière à Paris pour l'art numérique. Oui, tout à fait. Pour en parler, on s'appuie sur deux documents, une brochure de la galerie qui date de 2008 et puis un article plus récent, 2025, qui revient sur cette aventure. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre un peu la vision derrière, celle de Stéphane Maguet, le fondateur, et l'impact qu'a eu ce lieu. Surtout à une époque où, bon, l'art numérique, c'était pas vraiment reconnu, hein. Exactement. Alors, commençons par le début. Ça démarre comment cette histoire? Bah, ça commence au début des années 2000. Stéphane Maguet, il vient de quitter Canal+, et il crée Music to Eye. C'était un collectif déjà très axé sur la technologie, la 3D, les algos. D'accord. Et le vrai déclic, en fait, ça a été leur travail avec Miguel Chevalier. Ils ont développé le logiciel pour son œuvre célèbre, Surnature. Et ça leur a ouvert pas mal de portes. Ah oui? Genre lesquels? Bah, par exemple, ça a mené à un partenariat assez important avec la maison Biche de Béret. Ils ont eu accès à un espace d'expo immense, 400 mètres carrés. Ah oui, quand même. Oui, et là, ils ont pu organiser un cycle d'expo entre 2005 et 2006. Pas juste à Paris d'ailleurs, mais aussi New York, Shanghai. Ils ont même montré les fameux lapins verts d'Eduardo Cac, tu sais. Oui, oui, je vois bien. Mais alors, si ça marchait bien, pourquoi c'était si dur de s'établir? Les sources disent que le contexte n'était pas facile. Ah non, pas facile du tout. C'était même extrêmement compliqué. Faut s'imaginer l'ambiance de l'époque. Le ministère de la Culture, par exemple, il refusait les subventions. Ah bon? Pourquoi? Il considérait que c'était plus de la technique que de l'art. Voilà. Et puis les institutions, les conservateurs, tout le monde était hyper sceptique, voire méfiant. D'accord, c'est un peu rude. C'est vraiment dans ce climat assez hostile, on peut dire, que Numéris Cosa naît officiellement en 2007. Avec une mission très claire, hein, créer une structure qui regroupe tout, galerie, agence, production, pour forcer le dialogue entre l'art numérique et l'art contemporain traditionnel. Et surtout, prouver que ce médium était mature. Ok, donc une vraie structure pour légitimer la chose. Et la galerie elle-même, elle ouvre quand? Elle ouvre le 29 novembre 2007, au 53 boulevard Beaumarchais. Et là, oui, c'est un vrai pari. L'article de 2025 rappelle un truc assez fou. Quoi donc? À ce moment-là, il n'y avait que deux autres galeries de ce type dans le monde entier. Dame à Berlin et Bitforms à New York. C'est tout. Ah ouais, d'accord. Ça situe le truc, en effet. C'était vraiment des précurseurs. Complètement. Un acte pionnier. D'ailleurs, l'expo inaugurale, il était une fois, c'était une sorte de manifeste. Elle réunissait vraiment les grands noms français du numérique. Grégory Chatonsky, Miguel Chevalier, bien sûr, Reynald Drouin, Antoine Schmitt. Et on y voyait quoi, par exemple? Bah, il y avait Surnature de Chevalier, évidemment, mais aussi Ce tout chez toi de Chatonsky, une œuvre assez poétique sur l'interaction, ou Le Christ mourant de Schmitt qui détournait une image classique via le code. L'idée, c'était vraiment de montrer la diversité des approches. Et ils ont continué sur cette lancée, j'imagine? Les sources parlent d'expos thématiques assez pointues après ça? Oui, tout à fait. Ils ont exploré des thèmes comme la fragilité de ces œuvres numériques avec Sur le fil ou la génétique virtuelle avec Natural Digital. Et puis, il y a eu l'expo solo de Grégory Chatonsky début 2008, L'invention de la destruction. Rien que le titre, ça interpelle. Hmm. C'était sur quoi? C'était une expo très forte, oui. Elle interrogeait l'esthétique de la destruction à l'ère numérique. Tu vois, l'effacement des données, la fragmentation des images, une réflexion sur cette matérialité un peu paradoxale du numérique. Intéressant. Chatonsky, qui venait du NetArt, hein, avec le collectif Incident.net, c'était vraiment une figure centrale pour la galerie, comme Reynald Drouin ou Samuel Bianchini d'ailleurs. Ils ont trouvé là un vrai soutien. Et il faut mentionner aussi le rôle de certains critiques, comme Dominique Moulon, qui ont été parmi les premiers à vraiment s'y intéresser. Il y a une anecdote sympa dans l'article de 2025. Comme la galerie était sur le boulevard Beaumarchais, un lieu de manif, Ah oui, effectivement. et il y avait en vitrine une œuvre de Reynald Dudrouin, System Failure, un néon qui affichait ce message des rêves. Et apparemment, ça faisait un écho assez dingue avec le chaos parfois dans la rue. C'est une belle image, en effet. Presque prémonitoire, d'une certaine façon, parce que le chaos économique, cette fois, il n'a pas tardé. Tu parles de la crise de 2008? Exactement. La crise des subprimes. Ça a eu un effet dévastateur. Les collectionneurs sont devenus beaucoup plus frileux. Les investissements dans l'art, surtout l'art émergent, comme ça s'est effondré. Et ça a impacté la galerie directement? Ah oui, de plein fouet. Ils ont bien tenté une expansion à Dubaï début 2009, mais bon, la crise était mondiale, ça n'a pas pris. Et donc, c'est la fin? Oui.
Fermeture définitive en décembre 2009. Et Stéphane Maguet, apparemment assez marqué par toute cette aventure, il s'est retiré de la scène de l'art numérique en 2010. Waouh. C'est une fin assez brutale pour un projet qui semblait si nécessaire, en quelque sorte. Brutal, oui, mais il faut pas oublier l'héritage. Même si ça a été court, Numéris Carcosa a joué un rôle vraiment crucial. Elle a donné une visibilité, un cadre pro à des artistes importants. Elle a vraiment essayé de créer ce pont entre la techno, l'art, le marché. Même si le contexte était hyper difficile. C'est ça qu'il faut retenir, cette tentative audacieuse de structurer un champ artistique qui était en pleine émergence. C'est vrai. Et en même temps, cette fin liée à la crise économique, et puis le fait que ces œuvres sont souvent immatérielles, technologiques, difficiles à conserver peut-être, ça pose une question, non? Laquelle? Eh ben, on se demande quelle pérennité, quel modèle économique on peut imaginer pour ces formes d'art pionnières, justement celles qui défient un peu les règles habituelles du marché de l'art et de la conservation. C'est une question qui reste ouverte, je trouve.